question, c'est bon, c'est assez évident, mais quand une société voit ses bénéfices complètement absorbés par des frais de licence et de marketing et de droits de marque, et puis au bout du compte, elle n'a plus de revenus, il y a quand même la question des prix de transfert qui se pose. Et comment ça se fait que ces prix de transfert ne sont pas questionnés? Bon, je dis que peut-être en Afrique c'est difficile, qu'on n'a peut-être pas les gens qui ont les compétences, ou je sais pas. Mais pour les pays du Nord qui sont aussi spoliés de certaines recettes fiscales, pourquoi ça marche pas? Je dis vas-y. Oui, peut-être que ça vaut la peine que je réexplique un tout petit peu la question, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait comprise. Donc la question, c'est les prix de transfert, c'est ces fameux prix que deux sociétés d'un même groupe vont pratiquer pour des transactions internes. Et puis on les appelle des prix de transfert parce que précisément elles permettent de transférer une partie du bénéfice d'un membre de ce groupe dans un autre membre d'une de ses filiales, dans une autre de ses filiales. Et c'est vrai, il y a une réglementation étendue, il y a des bibliothèques entières qui existent pour expliquer comment on doit, en principe, déterminer ces prix de transfert. Bon, dans les années 80 encore, ces règles étaient encore suffisamment peu développées pour qu'on ait des anomalies relativement crasses qui se produisent au niveau de la vente, au niveau des transactions commerciales, donc au niveau vraiment du transfert d'un bien quelconque. Alors les exemples classiques que vous avez, c'est l'exemple de seaux en plastique qui sont vendus à 4 200 $ ou de noix de cajou qui sont vendues à 5 000 $ la tonne, le kilo, pardon, des choses comme ça, où vous avez d'emblée, à partir du moment où vous voyez un prix comme ça, vous voyez, comme dans l'exemple de la banane qui était évoqué précédemment par Mathilde, quand vous avez une banane qui est vendue à 1 centime et puis ensuite qu'elle repart de là vendue à 1 franc, ou vous avez des anomalies dans les prix des biens qui permettent presque à un enfant déjà de se rendre compte qu'au fond le prix pratiqué pour une transaction à l'intérieur du groupe n'est pas bon. Cela étant, vous devez avoir quand même quelqu'un qui contrôle ensuite que ces prix de transfert soient appliqués correctement, et ça en règle générale c'est le travail des auditeurs, des auditeurs qui vont donc regarder les comptes de ces multinationales et regarder le détail de ces transactions. Aujourd'hui, les transactions aussi abusives que celles que je viens d'évoquer sont plus rares. Par contre, vous avez toute une série de biens dont il est très difficile de déterminer la valeur de marché, précisément les droits des marques, précisément les services, donc les services, pas les biens, les services d'ordre immatériel, déterminer le prix d'un prêt interne effectué à l'intérieur d'un groupe, c'est quelque chose qui est relativement difficile. On a eu en 2011, si je me souviens bien, une assez longue bataille contre Glencore, la multinationale du négoce, entre-temps de l'extraction qui est domiciliée en Suisse, où on les accusait de pratiquer des prix abusifs entre deux de leurs filiales, notamment une de leurs filiales zambiennes. Et puis on s'est disputé longuement avec eux pour savoir notamment les prêts intra-groupes qu'ils avaient fait avec leurs filiales zambiennes. Est-ce qu'ils étaient au prix du marché? Est-ce que les taux d'intérêt qu'ils avaient déterminés, c'était des taux qui étaient naturels, raisonnables, quelque part, qui auraient été ceux auxquels une tierce partie aurait consenti un prêt à leur filiale zambienne, ou non? Est-ce que c'était des taux qui étaient déterminés quelque part par la volonté de rapatrier des bénéfices de la Zambie en Suisse? Et c'est pour ce type de biens immatériels, pour des patentes, des droits de propriété intellectuelle, c'est pas toujours évident de savoir est-ce que le prix qui est facturé est le bon prix. Et pour les administrations fiscales des pays du Sud, c'est souvent difficile d'avoir accès à ce type d'informations, de pouvoir réellement comparer au fond, d'abord de connaître les prix qui ont été pratiqués à l'intérieur lors de la facturation interne d'un groupe, et puis de pouvoir ensuite discuter, est-ce que c'est effectivement les conditions du marché. Donc ça, c'est une partie, je pense, de l'explication, le fait que certains des mécanismes de prix de transfert qui sont utilisés sont des mécanismes qui sont difficiles
à détecter pour les administrations, surtout pour les administrations sous-dotées, comme les pays du Sud. Et ça, je pense que c'est la deuxième partie de l'explication. Dans le cas zambien, c'était un cas qui m'avait fait comprendre beaucoup de choses, parce qu'on avait discuté un peu avec les autorités fiscales zambiennes, qui, de nouveau, c'est des autorités fiscales où la Zambie est un pays démocratique, leurs autorités fiscales sont compétentes, ils ont des gens formés, la personne avec qui on discutait, qui était un chef de service de l'administration fiscale, avait fait ses études à Londres, il était parfaitement au fait de ce genre de choses. Mais il nous avait, dans les discussions qu'on avait menées avec lui, il nous avait dit assez clairement, bon, voilà, moi au fond, les personnes que j'ai en face de moi, c'est les consultants qui font quelque part, qui élaborent la comptabilité fiscale de Glencore. Ces consultants, ils sont payés 10 à 100 fois plus que moi, je ne sais pas exactement. Il y en a 10 où moi, je peux mettre une personne pendant quelques heures. On n'a simplement pas les ressources pour quelque part aller éplucher dans le détail la comptabilité de ce type de montage pour réellement finalement détecter aussi où sont les anomalies. C'est des choses qui sont quand même relativement compliquées. Et cette question de capacité pour les administrations fiscales des pays du Sud, elles sont pas simples, sans même parler après encore d'autres types de problèmes qui peuvent survenir. Donc ça, c'est les deux types de réponses que je vois. Il y a un troisième facteur qui est peut-être... qui vaut peut-être aussi la peine de mentionner, c'est que on pourrait imaginer que les autorités suisses détectent ces cas, parce que a priori elles ont la possibilité de le faire, elles sont outillées pour le faire, et elles pourraient tout à fait détecter une utilisation frauduleuse de ces prix de transfert. Mais dans les faits, quand vous allez regarder si cette réflexion trouve une quelconque matérialité, vous vous rendez compte que c'est extrêmement rare les cas où l'administration fiscale suisse poursuit un groupe multinational situé en Suisse pour utilisation abusive de ces prix de transfert. Il y a une raison relativement simple, c'est qu'en règle générale, l'erreur est commise au détriment du pays d'où viennent ces flux et au bénéfice de la Suisse. Donc, quelque part, les Suisses vont pas dire « Ah, mais vous rapatriez trop de bénéfices en Suisse », donc, parce que, quelque part, ils y seraient perdants. Mais il y a une autre raison aussi qui tient au fait que la plupart de ces sociétés-là sont ensuite imposées à des conditions en Suisse même qui leur permettent d'avoir très peu d'informations à donner sur la nature réelle de leurs opérations, sur la façon dont elles pratiquent ces prix de transfert à l'interne. Et il y a un certain nombre de cas où vous avez des plaintes qui sont le fait des pays qui s'estiment lésés, qui sont ensuite discutés avec les autorités suisses, mais à ma connaissance, j'ai jamais vu une autorité suisse, je ne connais pas un cas où une autorité suisse soit tombée sur un groupe situé chez elle pour dire, au fond, nous, on aimerait que maintenant vous mettiez un peu d'ordre et de conformité avec les manuels de l'OCDE sur la façon dont vous administrez vos prix de transfert interne. C'est probablement aussi une part assez logique, quelque part, une part de cette explication. Je ne sais pas, Mathilde, si tu veux rajouter quelque chose ou... C'est assez complet tout ce que tu viens de dire. Peut-être la dernière chose, c'est que notre analyse à nous dans la société civile, c'est que finalement, c'est assez artificiel de considérer qu'un groupe multinational serait composé d'entités fiscalement autonomes et indépendantes, et qu'on pourrait avoir une logique complètement différente et regarder les bénéfices d'un groupe multinational à l'échelle multinationale et considérer que cette assiette fiscale-là, elle doit être répartie entre les différents pays d'activité selon des règles plus objectives que la façon dont l'entreprise veut nous donner à voir ces activités. Et on pourrait prendre des critères comme le nombre de salariés, comme le chiffre d'affaires, les ventes qui sont faites dans chaque pays, les actifs éventuellement en partie, et puis à partir de ces critères-là, définir une règle de répartition de l'assiette fiscale qui serait fondée sur des critères économiques plus pertinents. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui. Oui, c'est vrai. Ma première question, en fait, c'est quelle est la différence pour vous entre illicite et illégal?
Oui, c'est une bonne question et on s'excite beaucoup là-dessus aussi, parfois entre ONG, parce que suivant le pays de l'ONG considéré, la nature de la réponse n'est pas forcément la même. En anglais, en particulier, l'acception du terme illicite n'est pas forcément la même que celle que nous, on entend comme francophone, où on ne voit pas forcément une différence. Illicite, c'est contre la loi. Illégal, c'est contre la loi. Donc, what's the point? C'est synonyme. Disons, pour nous, on fait en règle générale pas, en tant qu'ONG suisse, cette distinction. On dit, il y a ce qui est légal, qui peut être moralement répréhensible, qui peut être scandaleux. C'est souvent d'ailleurs là où on essaye d'intervenir le plus, c'est quand quelque chose de scandaleux est légal, parce que là on se dit il faut changer la loi. Et les schémas d'optimisation fiscale que je vous ai présentés précédemment, j'en connais pas les détails, j'ai jamais vu le détail de chacune des transactions qui sont effectuées, donc c'est difficile pour moi d'en juger. Mais a priori, c'est des schémas qui sont légaux. On est dans quelque chose qui est de l'optimisation fiscale, certes agressive, relativement brutale, peut-être pas considérée comme légale du point de vue du pays d'origine de ces fonds, mais qui, du point de vue de la loi suisse, sont tout à fait légales. Et puis après, il y a ce qui est illégal. Ce qui est illégal, c'est de frauder le fisc, c'est de faire de l'évasion fiscale, c'est de corrompre quelqu'un, c'est de voler quelqu'un. Il y a la loi, il y a un code pénal ou des dispositions fiscales claires qui disent que c'est interdit. Et puis, ça nous arrive aussi d'avoir ensuite des sociétés en Suisse qui font des choses illégales. Mais les montages que j'ai montrés là, et en règle générale, la problématique, je dirais, de l'optimisation fiscale des multinationales n'est pas de l'ordre de l'illégal. On est dans des choses qui sont légales, moralement répréhensibles, discutables, avec des conséquences très sérieuses pour les pays les plus pauvres, mais c'est des phénomènes qui sont légaux. En tout cas, du point de vue du droit matériel des Suisse et des pays de siège de ces sociétés multinationales, bien souvent. Après, des fois, c'est aussi une question d'appréciation. Pendant longtemps, on a considéré que ce que Apple faisait en Irlande, c'était légal, puis tout à coup, on a dit non, c'est pas... En fait, finalement, non, c'est pas légal, et vous nous devez 30 milliards d'impôts d'arriérés, etc. Donc ça peut aussi, quelque part, la frontière entre la légalité et l'illégalité, des fois, elle n'est pas beaucoup plus épaisse qu'un mur de prison, comme le disait un ministre des Finances américain il y a quelques décennies. Donc voilà pour la légalité et l'illégalité. Maintenant, vous avez dans la sphère politique internationale, depuis une quinzaine d'années, un débat qui est essentiellement alimenté par les anglo-saxons, qui tourne autour de la question des illicit financial flows, donc des flux financiers illicites. Et par quelque part un peu abus de langage ou par contagion anglo-saxonne, comme on le verra avec notre biais francophone, l'usage anglo-saxon de cet illicite-là s'est généralisé. On entend beaucoup parler des flux financiers illicites. Mais la définition précise que vous avez de ces illicit financial flows en anglais, c'est une définition qui ne correspond pas du tout à cette distinction légale-illégale que nous on fait. C'est une définition beaucoup plus large, qui n'est pas légale, mais qui est une définition, donc qui n'est pas basée sur une pratique légale, mais qui est basée quelque part sur une définition de travail scientifique consistant à dire on a les flux financiers illicites, c'est l'ensemble des flux de capitaux, des flux financiers, qui sont soit illégaux du point de vue de l'activité qui les génère, de l'activité à laquelle ils sont destinés, soit du point de vue de leur existence même, le fait que ce flux existe est en principe quelque chose qui n'aurait pas lieu d'être, ce qui ne veut pas dire que c'est l'activité qui les génère à un bout ou à l'autre est illicite, et ainsi de suite. Donc, avec une définition beaucoup plus large, qui consiste à un peu rassembler tous ces flux dans une seule même catégorie, en disant aussi bien l'évasion fiscale que l'optimisation fiscale agressive ou le mispricing, que la corruption, le vol ou le financement du terrorisme, donc, où l'argent est utilisé finalement de façon illégale, on met tout ça dans le même paquet et puis on dit ça c'est des flux financiers illicites. Ce qui ne fait pas du tout sens du point de vue de la définition légale du terme qu'on aurait en Suisse. La raison d'être de cette définition maintenant
disons plutôt pragmatique, scientifique, c'est qu'il est très difficile de distinguer ces différents flux financiers et de dire, ben voilà, au fond, lorsque vous avez une fuite des capitaux de temps dans un pays, il y en a 10%, c'est de la corruption, 25%, c'est difficile d'être précis. Donc, pour avoir des statistiques permettant de mesurer à l'échelle internationale l'ampleur de ce phénomène, ce concept de flux financier illicite est bien pratique, et c'est pour ça qu'il a été créé. Et c'est un peu par abus de langage, par contagion, que ce débat s'est inséré avec cette terminologie illicite dans le débat français. Si je peux rajouter un mot, en France, on a eu aussi tout un débat sur des définitions qui doivent permettre de requalifier certaines activités entre ce qui a un but exclusivement fiscal ou un but principalement fiscal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi française permet à l'administration fiscale de refuser certains montages quand ils ont un but exclusivement fiscal, en disant si vous avez créé cette société-là au Luxembourg et qu'elle sert uniquement à faire transiter des bénéfices et qu'elle n'a pas d'autre raison d'être, l'administration fiscale peut décider de reprendre toute cette activité-là dans l'assiette fiscale en France. Et on a voulu, nous, aller un peu plus loin parce que c'est facile pour les entreprises de dire que la filiale en question sert aussi à autre chose. Et donc, il y avait des propositions pour dire que ça devrait devenir un montage à but principalement fiscal. Et là, on est aussi rapidement tombé dans des problèmes constitutionnels, des problèmes d'interprétation du droit. Enfin, c'est assez compliqué de trouver comment dire dans la loi ce qu'on cherche exactement à éviter comme comportement. J'ai pris le micro parce que j'avais juste un complément peut-être à faire. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus un complément par rapport au statut holding qui existe à Zug. Il existe aussi dans le canton de Vaud. Et puis, le débat actuel, c'est de savoir si on conserve ces statuts holding ou si on passe sur une imposition des entreprises totalement allégée, c'est-à-dire à 13% au lieu d'être à 25% à peu près. Et ce que je voulais dire, c'était que c'est vraiment clairement une volonté politique d'attirer ici en Suisse, et notamment dans le canton de Vaud, des entreprises dont on sait que les profits sont attirés de l'étranger vers la Suisse. Et l'objectif affiché, c'est non seulement donc d'attirer ces capitaux, mais c'est aussi de fiscaliser plus les personnes physiques qui travaillent pour ces entreprises. Donc l'idée, c'est vraiment d'alléger la charge fiscale des sociétés pour alourdir la charge fiscale qui pèse sur les citoyens. Et si on regarde le budget du canton de Vaud, je vous invite à regarder sur Internet parce qu'il est public. Donc là aussi, c'est le débat entre la transparence et la compréhension. L'impôt sur le bénéfice représente 600 millions, alors que l'impôt sur le revenu représente 3,5 milliards. Donc ce sont des chiffres qu'il faut quand même essayer d'avoir aussi en tête, parce que les pays qui sont attractifs pour les entreprises ne sont pas forcément attractifs pour les citoyens. Et ça, je pense que la société civile doit aussi en prendre conscience. Et je vous invite à réfléchir à ces notions quand vous allez voter pour RE3 ou pas. Voilà. Et on pourrait aussi rajouter que les multinationales payent moins d'impôts sur le bénéfice que les entreprises suisses. Merci. Alors, il y a plein de choses qui se battent dans mon cerveau suite à ces interventions, parce que je trouve que, par exemple, votre intervention, madame, pose la question du modèle économique dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, en Suisse, on a un modèle économique qui est basé essentiellement sur le fait que les multinationales remplissent nos caisses. Et nous voilà pris en otage maintenant que l'OCDE veut que nous supprimions ces statuts. Et on n'a pas de réflexion, à mon avis, suffisante sur qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Peut-être qu'il y a une solution
Peut-être que la RIE 3 pourrait être une solution à court terme ou à moyen terme, mais à long terme, il faudrait réfléchir sur c'est quoi ce qu'on veut comme modèle économique. Voilà, ben ça c'était ma première réaction. Et puis, sinon, moi j'étais très intéressée de connaître votre opinion par rapport au processus BEPS, au projet BEPS. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose par rapport aux choses qui nous occupent aujourd'hui ou non? Enfin... Donc vous avez évoqué tout à l'heure, madame, cette histoire de troisième réforme de la fiscalité des entreprises. J'ai des chiffres à ce sujet-là que j'avais préparés un peu en prévision de cette discussion. Je peux vous les montrer si ça vous intéresse, si le débat se prolonge, mais je ne veux pas non plus faire... vous assommer avec ce type de considération, parfois dur à voir, d'autant plus depuis le fond de la salle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ce n'est pas tout à fait juste dans les détails ce que vous avez dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux exemples que je vous ai montrés, ils montrent la façon dont les multinationales utilisent une des principales facilités qui leur est offerte aujourd'hui au niveau de la Suisse pour optimiser leurs bénéfices, ces fameux statuts fiscaux cantonaux spéciaux. À la fois le groupe Kering qu'on a vu et la holding zougoise de SAB Miller sont au bénéfice de tels statuts. Et puis nous, la déclaration de Berne, mais pas seulement, les organisations progressistes qui ont mis cette thématique à l'agenda politique en Suisse depuis maintenant une dizaine d'années, même davantage depuis le début des années 2000, on est beaucoup intervenu pour dire on veut supprimer ces statuts fiscaux spéciaux. Et puis la réforme qui arrive maintenant, la troisième réforme de la fiscalité des entreprises, qu'on combat, c'est une réforme qui justement enfin donne droit à cette revendication de longue date de la déclaration de Berne. Elle supprime ces statuts fiscaux spéciaux. Où vous n'étiez pas tout à fait, je vais essayer d'expliquer ce paradoxe apparent, où vous n'étiez pas tout à fait correctement, c'est que vous disiez ça va quelque part baisser les taux d'impôt. Notez bien que pour la plupart des sociétés multinationales qui nous préoccupent, les taux d'impôt vont augmenter, puisqu'elles sont imposées à des taux qui sont largement inférieurs aux 13 ou 14% actuels. Donc les taux d'impôt, si vous regardez les taux d'impôt en eux-mêmes, ces sociétés, elles sont imposées aujourd'hui à des taux qui peuvent être encore différents, d'une nature différente, mais qui sont souvent autour de 4, 5, 6%, parfois 3, parfois 7, donc 13% pour prendre l'exemple vaudois que vous mentionniez tout à l'heure, ou 15% à Genève, quelque chose comme ça, c'est une hausse de ces taux. Le problème, il n'est pas tellement là. Le problème, il est beaucoup... Donc, où les sociétés qui vont gagner, c'est celles qui, jusqu'à maintenant, étaient imposées à des taux supérieurs, dans le canton de Vaud, 22, 23%. Et ça, c'est le boulanger du coin, c'est les fameuses PME. Pas si vous êtes avec un statut personnel, mais si... Regardez les sociétés que vous avez ici. Vous en avez quand même toute une série qui sont des sociétés anonymes, ici, sur la rue, boulevard de Grancy, là. Oui, d'accord, mais c'est eux qui ont des taux d'impôt qui sont élevés, c'est eux qui auront un taux d'impôt qui va réduire, c'est clair. Le problème, c'est qu'on vous vend, avec cet argument-là, qui est vrai, mais on vous vend une réforme qui, d'un autre côté, crée toute une série d'autres lacunes fiscales dont vont profiter, mais ce n'est pas forcément au niveau du taux, dont vont profiter, in fine, les sociétés, toutes, y compris les sociétés multinationales. Et ces lacunes qu'on est en train de créer, c'est des lacunes qui sont importantes et qui vont générer dans les caisses publiques suisses des pertes fiscales importantes, ça c'est une première chose, mais qui sont destinées à contrebalancer quelque part en offrant un peu d'une main ce qu'on a retiré de l'autre aux sociétés, y compris aux sociétés multinationales, des avantages fiscaux importants. Et donc, in fine, ce que vous avez là derrière, et là vous avez tout à fait raison sur ce que vous disiez avant, c'est on change finalement pour que rien ne change. On reste sur la même logique consistant à dire quelque part la philosophie de notre système d'impôt, c'est essayer de configurer une logique générale permettant à des sociétés n'ayant qu'une activité économique réduite en Suisse de venir y domicilier un siège, avant tout pour y relocaliser les bénéfices d'activités économiques réalisées ailleurs, à des conditions extrêmement avantageuses. Et ça, ce modèle de développement économique, c'est un modèle de développement économique qui est ancien, c'est un modèle de développement économique que vous avez, qui a imprégné une certaine vision des élites suisses depuis maintenant pratiquement un siècle, et qui n'est pas du tout remise en cause dans les discussions actuelles autour de la réforme de la fiscalité des entreprises. Et c'est ça, en fait, le gros problème. C'est comment est-ce qu'on sort de ça ? D'autant plus que, au-delà des conséquences dommageables pour les pays du Sud, vous êtes avec un certain nombre
de cantons qui aujourd'hui ont tellement pratiqué cette logique que le fait de devoir changer de logique, de devoir construire un développement économique sur d'autres facteurs que cette attractivité fiscale, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour eux parce qu'ils sont, du point de vue, même si les groupes qu'ils ont attirés ne payent que quelques miettes à l'échelle de leur bénéfice mondial, ces miettes sont distribuées, les bénéfices de ces groupes sont tellement importants et elles sont distribuées à des collectivités publiques tellement petites, quelque part, qu'elles représentent quand même une partie substantielle de leur budget. Pour les communes, typiquement tessinoises, qui ont misé sur des statuts fiscaux spéciaux pour attirer des groupes de la mode, c'en est quelques-unes, c'est parfois des petites communes, vous avez 1 ou 2 contribuables qui peuvent représenter jusqu'à 50, 60, peut-être même davantage % de leurs recettes fiscales. Et donc c'est une drogue cette histoire. Au bout d'un moment, vous êtes prisonnier de ça, de ce modèle de développement. Quand vous dites, bon ben, on coupe ce qui a fait que ces groupes se domicilient ici, vous avez le risque que ces groupes partent aussi, et puis vous avez le risque à partir de ce moment-là d'avoir une baisse substantielle de vos recettes fiscales. Donc même du point de vue du développement helvétique, je ne suis pas sûr que ce soit une vision à long terme qui soit tout à fait juste. Mais effectivement, c'est ça, au fond, le problème principal. On ne change pas de philosophie, on est toujours avec cette philosophie-là. Sur BEPS, je vais peut-être laisser Mathilde parler aussi un peu, mais sur BEPS, moi je suis assez négatif, je n'ai pas beaucoup d'espoir, ne serait-ce que parce que ce processus, il s'arrête en fait. À la fin, donc la deuxième année de discussion sur BEPS, qui s'est terminée il y a une année à peu près maintenant, un peu moins, 9 mois, il était question de savoir si ça allait continuer, si le processus allait ensuite se poursuivre, être repris peut-être dans 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et il y a une volonté assez claire des pays qui pesaient lourd dans ces négociations, en particulier des États-Unis et de la Chine, de mettre un terme à ces discussions, qu'il n'y ait pas de suite à BEPS. Et ce dont BEPS a accouché, quand le plan est sorti, on était à l'été 2013, je crois, si je me souviens bien, quand le plan BEPS est sorti, on avait vu les 12 ou 14 points de ce plan BEPS, et puis on s'est dit, ah, ça va relativement loin. Il y avait justement le country by country reporting qui était dedans, des choses comme ça. Et puis quand on regarde finalement, la montagne a accouché d'une souris quand même. Il y a 1 ou 2 points où je trouve que ça a un peu peut-être changé, essentiellement un peu sur ces questions de biens immatériels et tout, mais sur le fond, je trouve que c'est quand même, ça va pas très loin ce qui a été. Donc je suis pas très optimiste. Alors pour compléter sur BEPS, moi je suis partagée parce qu'à la fois on a vu l'énergie qui avait été déployée par l'OCDE pour essayer de convaincre le G20 de faire quelque chose, de mettre le sujet à l'agenda, de travailler sur des sujets très précis et de produire des propositions qui, évidemment, du point de vue de la société civile, vont pas du tout assez loin par rapport à tout le dysfonctionnement du système fiscal international. Mais en même temps, c'était aussi une vraie reconnaissance quelque part de tous les constats et toutes les observations qu'on faisait depuis des années, de dire que les règles internationales n'étaient plus adaptées, qu'elles étaient très largement contournées et qu'il fallait les revoir. Et il y a quand même eu une vraie mobilisation. Après, c'est vrai que le résultat, c'est encore un peu tôt pour mesurer ce qui sera réellement complètement mis en œuvre à partir de ce qui a été fait, mais a priori, le résultat est pas à la hauteur des besoins qu'on avait. Après, nous, on a aussi une réserve importante qui est que les questions de l'écriture, de la définition des règles fiscales internationales ne devraient pas se faire simplement à l'OCDE dans un château parisien qui réunit les quelques pays les plus riches de la planète. Parce que même s'il y a eu des efforts pour essayer d'ouvrir certaines discussions aux pays en développement notamment, en réalité, au moment de décider réellement des actions précises, des rapports, etc., c'est les pays de l'OCDE qui ont eu le droit de donner leur avis. Et ces règles-là, elles devraient, comme elles sont complètement internationales, elles devraient être véritablement discutées dans une enceinte internationale. Et notamment à l'ONU, il y a eu ça fait une dizaine d'années qu'il y a des propositions pour renforcer un comité fiscal qui existe à l'ONU, lui donner plus de pouvoir, lui donner plus de moyens pour travailler. Ça a été encore discuté l'été 2015, au moment d'un grand sommet international sur le financement du développement. Et malheureusement,
les pays riches veulent absolument pas en entendre parler parce qu'ils veulent pouvoir continuer à avoir la main mise sur ces règles-là qui sont historiquement et assez logiquement plutôt favorables aux pays d'origine des capitaux plutôt qu'aux pays dans lesquels il y a la production mondiale qui reste encore aujourd'hui largement des pays du Sud. Merci. Alors, encore 2 questions. Voilà, la première, c'est un peu sur ce qui a été dit juste avant, là, où enfin, quand on disait en gros, si on prend le cas que de la Suisse, par exemple, les multinationales, plus ou moins 3%, les autres PME, 23%, on va à 13%. Et je suis assez surpris, là, vous disiez il y a 5 minutes, mais finalement, des petites communes qui ont des masses, des rentrées énormes, qu'est-ce qui va se passer et tout, mais ça me surprend un peu qu'on ait ce langage, parce qu'en fin de compte, c'est une lutte depuis 20 ans, et puis au moment où, enfin 20 ans ou 40 ou 10, on s'en fout, mais depuis longtemps, et au moment où on y arrive, on dit, ah bah finalement c'est pas bien, il faut ci et ça m'étonne quand même, des propos pareils. Bon, ça c'est une question qui me surprend vraiment. Et une deuxième, c'est un peu ce qui se passe dans les abus à tous les niveaux de multinationales par rapport à des sociétés civiles. On a toujours eu le cas de Goliath contre David. Et ça a changé dans les pays anglo-saxons, notamment au niveau un peu de tous les conflits entre une multinationale et une somme d'individus, le jour où ils se sont regroupés. Pourquoi ? Parce que finalement, avant, les multinationales avaient les meilleurs avocats, des avocats que personne ne pouvait se payer, et puis qui étaient bien placés, qui avaient leurs influences, et ainsi de suite. Et vous étiez le pauvre attaquant qui essayait de défendre ses droits et qui se faisait avoir à chaque fois. Et ce qui a commencé aux États-Unis et qui vient chez nous, heureusement, c'est que maintenant on peut se regrouper à 50, à 100 et à 200. Et par le biais d'associations de défense de consommateurs, eh bien on arrive à finalement utiliser, parce qu'on sait que de toute façon, ils sont dans une tour d'ivoire et que le pouvoir, enfin, de tout temps, ça a été comme ça et ce sera toujours comme ça. Mais en fin de compte, le nombre, ben c'est nous, c'est nous qui avons la force. Sauf que tant qu'on laisse la force aux autres, ben ils en abusent. Et donc une idée, par exemple des associations comme ceci, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'utiliser le système ? Par exemple, actuellement, la Suisse implose. Pourquoi ? Parce qu'elle est toute seule. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui s'attaquait au Delaware, aux Bermudes et ainsi de suite. Et ben, pourquoi pas jouer leur jeu et créer, par exemple, une holding ou un trust qui représenterait, en fin de compte, les PME de France, d'Espagne, du Japon et ainsi de suite. Et ensuite, utiliser le même système pour échapper au fisc, pour créer et ainsi de suite. Et ça ferait imploser le système. Et à mon avis, ce serait le seul moyen que tout le monde se dit, les quelques multinationales diraient ça ne marche plus, on n'est plus les seuls à jouer le jeu, tout le monde joue le jeu, tout va se déliter et ça obligerait à une transparence. Enfin, pour moi, ce serait une manière assez intéressante de combattre. Merci. Olivier, tu veux répondre pour la première question, parce que je crois que c'était quelque chose que tu avais dit. J'ai pas compris votre première question, je m'excuse. Non, vous m'avez pas compris ou je me suis mal exprimé. Ce que je disais, sans parler d'ailleurs de ces taux précisément, parce que je pense encore une fois que c'est pas forcément le problème principal. Ce que je disais, c'est que le fait de baser une politique économique sur le fait que vous souhaitez que des sociétés
qui n'ont pas d'activité chez vous, ni même dans votre pays, viennent installer une société filiale pour y faire passer leurs bénéfices et en donnant quelques miettes d'un gâteau suffisamment gros pour que quelque part ça profite aux collectivités publiques. C'est un modèle de développement précis, qui est celui de la Suisse depuis longtemps, qui a diverses expressions. Ici, on en a vu un style, mais que ce modèle de développement, qui a longtemps été très profitable à la Suisse, je ne suis pas sûr que même d'un point de vue suisse, puisque j'ai essayé de montrer ici les conséquences problématiques qu'il pourrait avoir pour d'autres pays, mais je ne suis pas sûr que même du point de vue de la Suisse, ce soit un modèle de développement qui soit tenable, qui soit durable à long terme, puisque si vous jouez ça trop loin, vous risquez de vous retrouver, même en tant que collectivité publique, dans une situation où, si tout à coup vous ne pouvez plus fonctionner comme ça pour les raisons X, Y ou Z, les conséquences que vous avez à payer sont extrêmement élevées. Le prix à payer, c'est un modèle dont vous pouvez très vite devenir dépendant. J'essayais juste de dire ça, rien de plus. Mais il y a une campagne justement en Écosse, je crois, de PME dans un village écossais qui se sont mis ensemble et qui se sont payés les conseils d'un expert fiscaliste pour trouver un montage qui pourrait leur permettre d'échapper à l'impôt en utilisant un peu les mêmes ressorts que les grands groupes. Et ils ont interpellé leur gouvernement en disant si vous faites rien, voilà ce que feront les patrons de PME. Bon, nous on est toujours un petit peu réticents face à ce type de provocation, parce qu'il ne s'agit pas que tout le monde dise que plus personne ne veut payer, etc. Ce serait avec des effets assez rapides et assez graves. Mais quelque part, c'est le risque qu'on affronte tous d'assister à une véritable démocratisation de ce type de comportement. Parce qu'effectivement, quand les gens ont le sentiment que les plus riches, les plus puissants, les plus mobiles peuvent avoir recours à des subterfuges qui leur permettent de se soustraire à leurs responsabilités, et que les autres, eux, se retrouvent à payer pour tous, c'est une façon d'inciter, si rien n'est fait pour y répondre, c'est une façon d'inciter tout le monde à essayer de trouver ce genre de comportement. Donc c'est une vraie préoccupation. En tout cas, nous en France, ça fait longtemps qu'on essaye de dire aux PME qu'elles devraient se plaindre davantage de la concurrence fiscale déloyale des grands groupes qui optimisent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus agressifs et qui du coup payent beaucoup moins d'impôts au regard de la richesse qu'ils créent dans le pays. Et ça nous aiderait à faire progresser nos idées qui chaque fois qu'on propose des règles un peu plus strictes, on nous dit « Ah, ce sera mauvais pour nous, grands groupes français par rapport aux autres grands groupes internationaux ». Mais c'est vrai que si on pouvait montrer que ça rétablit des conditions d'équité entre des PME et des grandes entreprises déjà au niveau français, ce serait utile. Il y a quelques années, j'avais vu un documentaire très intéressant qui faisait remonter le fond de cette problématique à une période du 19e siècle où avait été instituée la notion juridique de personne morale. C'est-à-dire, quand on y réfléchit, qu'on avait donné à des sociétés les mêmes droits qu'à des personnes. Qu'est-ce qu'il y a comme moindre soupçon de légitimité dans une opération pareille quand on y réfléchit? Juste une question sur la mise en place de la situation au Tessin. Est-ce qu'on sait comment ça s'est mis en place? Apparemment, c'est assez récent. Ou est-ce que c'est une situation préexistante juridique et puis tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient faire ça à cet endroit? Ou est-ce qu'il y a eu carrément une discussion avec les autorités sur place pour trouver une solution de défiscalisation? J'ai pas tous les éléments de réponse, mais j'en ai 3. Le premier élément de réponse, c'est la deuxième réforme de la fiscalité des entreprises qui est entrée en vigueur à peu près au moment où vous avez l'essor de ce mouvement, donc à la fin des années 90. Et puis cette réforme, donc maintenant on est à la 3e, vous l'avez compris, était déjà une réforme pardon, c'est la première réforme de la fiscalité des entreprises, la deuxième c'est 2008. Cette réforme était déjà une réforme qui ouvrait
des facilités de ce style-là. Et je pense que ça, c'est probablement quelque chose qui a joué. Le deuxième facteur, et peut-être ça explique plus pourquoi le Tessin, les premiers groupes qui ont commencé à procéder ainsi dans le secteur de la mode, c'était beaucoup des groupes de la mode italienne. Donc c'était Gucci, c'était Versace, etc., qui souvent avaient Armani, Hugo Boss et d'autres, qui avaient déjà une activité, mais souvent assez réduite, dans ces hauts Tessins, qui était une activité qui était d'ailleurs pas forcément essentiellement fiscale, qui pouvait être liée à une activité productive réelle dans ce canton-là, parce qu'il y a une certaine tradition qui remonte même au 19e siècle de l'industrie de la confection au Tessin, dans des secteurs assez spécifiques, assez particuliers. Et ces groupes italiens, ils étaient, je pense pour des raisons linguistiques, un peu de proximité aussi historique, etc., ils sont installés au Tessin. Et puis, il y en a eu 1, 2, 3, je ne saurais pas très bien dans quel ordre. Peut-être même qu'il y avait aussi d'ailleurs des mouvements du fisc italien qui expliquent en partie ce mouvement, cette fuite quelque part devant un durcissement peut-être des lois fiscales italiennes, j'en sais rien, je ne sais pas, je ne connais pas ça. Mais toujours est-il que ces groupes, une fois qu'ils ont été là, il y a eu un effet boule de neige. À un moment donné, il y a d'autres groupes qui n'étaient pas du tout italiens ou qui n'étaient pas du tout, qui n'avaient pas de pied dans le secteur de la mode italienne, qui n'avaient rien à voir non plus avec une éventuelle exportation de produits italiens, qui ont vu le truc puis qui se sont dit on se met là. Et ça, c'est la troisième partie de l'explication. Pourquoi ils se sont mis là? Parce que quand vous avez ce type de mécanisme qui se crée, vous avez un certain nombre de personnes dont ça devient un peu le business de faire ça, de domicilier des groupes comme ça à cet endroit-là, puis qui trouvent les montages qui permettent de le faire, et puis ensuite vous avez la promotion économique cantonale qui dit ah mais c'est génial, on a des sociétés qui viennent s'installer chez nous, qui promettent même d'investir, qui engagent des gens, qui payent souvent de bons salaires, d'ailleurs c'est un point assez amusant aussi. Une des activités de ces filiales tessinoises, dans le cas des groupes de la mode italienne, c'est qu'elles salariaient les patrons italiens. Donc c'était plus intéressant pour eux, et du point de vue de leur impôt personnel, d'être salarié d'une société suisse, résidant en Suisse, qu'à Milan typiquement. Donc, puis bon, alors vous avez des gens qui commencent à comprendre comment ça fonctionne, cette histoire, et puis la promotion économique se dit ah mais c'est génial, on a des gens bien salariés qui viennent s'installer dans le canton du Tessin, donc on devrait peut-être faire aller de l'avant, et puis on va mettre en évidence le fait qu'il y a un cluster, comme on aime appeler ça, de compétences dans le secteur de la mode et de l'industrie du luxe, textile, etc. au Tessin. On va peut-être même aller démarcher des entreprises. Puis ensuite, cet effet-là se met en marche. Et aujourd'hui, vous avez une association économique fêtière du secteur de la mode tessinois qui s'appelle Ticino Moda, qui est étroitement liée à la promotion économique tessinoise, qui fait volontiers des voyages avec eux pour essayer d'aller démarcher d'autres groupes, les persuader de s'installer au Tessin, etc. Donc là, c'est des phénomènes un peu de ce style-là. Après, il y a peut-être d'autres choses qui jouent que je ne connais pas, mais ça, c'est les 3 ou 4 facteurs que je suis parvenu à identifier. Notez bien que vous avez des secteurs qui n'ont rien à voir avec celui de la mode au Tessin, où il s'est passé la même chose. Le négoce à Genève, pas que, mais en partie, c'est comme ça. Avec une perméabilité assez forte, par exemple, entre la promotion économique et les associations fêtières du négoce à Genève. Enfin, vous avez toute une série de cas, au-delà de l'exemple particulier de la mode au Tessin, où vous avez des choses tout à fait semblables. Et sur le concept de personne morale, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je vois bien la réflexion que vous faites, mais disons, vous avez aussi de bons arguments en faveur de l'existence des personnes morales. Disons simplement, pour rester assez bref à ce sujet-là, que si vous remettez ça en cause aujourd'hui politiquement, au-delà du fait que c'est pratiquement impossible dans le contexte politique helvétique actuel, mais vous remettez en cause un pan tout à fait sérieux de l'organisation du fonctionnement de l'économie. L'idée même, quelque part, que vous avez des sociétés, puis que ces sociétés, c'est des acteurs juridiques propres, au-delà des gens qui la composent, c'est une des idées fondamentales que vous avez derrière la notion même de société anonyme. Hein. Donc vouloir remettre en cause cette distinction de personnalité morale, personne morale, personne physique, je trouve que, disons, ça va loin.